Les mains invisibles. Les premiers rayons du soleil se couchaient sur l'horizon de Lyon, teintant le ciel de nuances orangées qui se reflétaient dans les eaux du Rhône. Dans le quartier de la Croix-Rousse, l'hôpital Saint-Louis se distinguait par ses murs blancs et modernes, une référence en cardiologie pour toute la région Rhône-Alpes, tandis que les médecins du service de jour terminèrent leurs consultations et que les infirmières échangeaient des informations sur les patients. Sophie Durand, 45 ans, cheveux grisonnants toujours cachés sous un foulard coloré, entrait discrètement par la porte de service. « Bonsoir, Marcel !» Sophie salua le gardien avec un sourire serein. « Comment va votre tension aujourd'hui ?»« Mieux, Madame Durand, grâce à cette tisane que vous m'avez conseillée. Ma femme n'en revenait pas quand le médecin a dit que les médicaments faisaient plus d'effet, » répondit le vieil homme aux cheveux blancs, lui rendant son sourire. Sophie acquiesça simplement, prenant son uniforme bleu clair dans le casier du vestiaire du personnel. C'était le rituel quotidien depuis 3 ans. Chaque soir, elle arrivait à l'hôpital, revêtait son uniforme de femme de ménage et prenait son chariot de produits d'entretien pour commencer sa tournée dans les couloirs silencieux de l'hôpital. Pour beaucoup, elle n'était qu'une employée de nettoyage de plus, invisible, oubliable. Pour les patients nocturnes, cependant, elle était un ange aux paroles douces et aux conseils précis. Pour l'équipe médicale du prestigieux hôpital Saint-Louis, Sophie était classée en 2 catégories. Ceux qui la respectaient pour son dévouement extraordinaire et ceux qui remarquaient à peine son existence. Au sommet de cette dernière catégorie se trouvait le docteur Thomas Leroy, 38 ans, chirurgien cardiovasculaire diplômé de Harvard, avec des spécialisations en Europe et possesseur d'un ego aussi vaste que son curriculum international. Ce soir-là, comme tant d'autres, leur chemin allait se croiser. « Messieurs, le cas du patient de la chambre 307 est fascinant. » La voix imposante de Thomas résonnait dans le couloir, tandis qu'il marchait avec 3 internes à sa suite, tous notant frénétiquement chaque mot du maître. La technique que j'ai utilisée a été publiée dans le Journal of Cardiovascular Surgery du mois dernier. Vous n'y avez probablement pas encore eu accès, mais je peux vous procurer des copies de mon article. Sophie poussait méthodiquement son chariot de nettoyage, se tenant près du mur pour laisser le passage. Ses yeux, cependant, ne purent s'empêcher de jeter un rapide coup d'œil au dossier que l'un des internes portait. Une expression presque imperceptible d'inquiétude traversa son visage. « Excusez-moi », Thomas interrompit son exposé, s'arrêtant brusquement. « Nous essayons de mener une discussion médicale ici. Pourriez-vous nettoyer cette zone plus tard ?»« Pardonnez-moi, docteur », murmura Sophie baissant la tête. « Je ne fais que suivre mon planning. »« Votre planning ?» Thomas rit avec dédain, se tournant vers les internes. « Voyez, messieurs, voici un exemple classique du fonctionnement de la bureaucratie hospitalière. Même l'équipe de nettoyage a des plannings qui sont supposément plus importants que nos visites médicales. » Les jeunes médecins rirent nerveusement, mal à l'aise face à la situation. « Je ne voulais pas causer de problème, docteur, » répondit Sophie avec dignité. « Mais le patient de la chambre 307, il serait peut-être prudent de vérifier ses niveaux de potassium avant d'ajuster son traitement. » Le silence qui suivit fut tranchant. Les internes écarquillèrent les yeux, tandis que le visage de Thomas se transformait en un masque d'indignation. « Pardon ?» Sa voix devint glaciale. « Vous essayez de me donner des conseils médicaux ? Vous avez nettoyé les sols de combien de facultés de médecine exactement ?» Sophie garda sa contenance, bien que ses yeux trahissent une profondeur qui semblait déplacée dans cet uniforme simple. « Juste une observation, docteur. Les symptômes décrits dans le dossier, ça suffit. » Thomas la coupa d'un geste brusque. « Infirmière Nathalie !» appela-t-il une professionnelle qui passait dans le couloir. « Veuillez informer la supervision du service de nettoyage que certains employés oublient leur place dans cet hôpital. » L'infirmière Nathalie, une femme d'âge moyen qui travaillait à l'hôpital depuis des décennies, regarda de Thomas à Sophie avec une expression entendue. « Docteur Leroy, avec tout le respect que je vous dois, Madame Durand fait simplement son travail. Et moi, je fais le mien, qui par hasard inclut sauver des vies, pas frotter des sols, » rétorqua-t-il s'éloignant avec les internes, non sans lancer un dernier regard de supériorité à Sophie. Lorsque le groupe se fut éloigné, Nathalie s'approcha de Sophie, touchant doucement son épaule. « Ne faites pas attention à lui, Sophie. L'ego de cet homme ne tient pas dans le bloc opératoire. »« Tout va bien, Nathalie, » répondit Sophie avec un soupir fatigué. « J'ai l'habitude.
Vous ne devriez pas avoir à vous y habituer, répondit l'infirmière indignée. S'il savait qui vous... S'il vous plaît, interrompit doucement Sophie. Cela n'a plus d'importance. C'est du passé. Les deux femmes échangèrent des regards chargés de signification non exprimée. Nathalie acquiesça simplement, respectant le souhait de Sophie. Au fait, commenta l'infirmière avant de s'éloigner. Vous aviez raison pour le patient de la chambre 307. Analyse d'hier soir montraient des variations du potassium que personne n'avait remarquées. Sophie se contenta de sourire tristement et continua de pousser son chariot à travers les couloirs de l'hôpital Saint-Louis. Plus tard, pendant sa pause café, Sophie s'assit seule dans la petite salle de repos du personnel. Ses doigts, rendus calleux par les produits de nettoyage, tenaient délicatement une tasse de thé. Ces mêmes mains qui maintenant frottaient sols et murs avaient autrefois tenu un bistouri avec la précision de peu. À l'extérieur de la salle de repos, Amélie, une jeune aide-soignante, observait Sophie avec curiosité. À 24 ans, fraîchement diplômée, Amélie avait remarqué quelque chose de différent chez cette femme de ménage dès son premier jour à l'hôpital. Elle est incroyable, n'est-ce pas? La voix du docteur Dubois, un médecin plus âgé du service de gériatrie, surprit Amélie. La femme de ménage demanda-t-elle confuse. Sophie, corrigea-t-il gentiment. Tous les patients âgés de mon service parlent d'elle. D'une manière ou d'une autre, elle sait toujours quoi dire, elle a toujours un conseil qui apaise. Elle remarque toujours quand quelque chose ne va pas. C'est comme si... Comme si quoi? Voulut savoir Amélie. Le médecin se contenta de secouer la tête, souriant énigmatiquement. Comme si elle comprenait la médecine mieux que beaucoup de médecins ici. C'est impossible, argumenta Amélie. Elle n'est qu'une femme de ménage, compléta docteur Dubois. Méfiez-vous de ce mot seulement, ma jeune amie. Dans cet hôpital, rien n'est exactement ce qu'il paraît être. Pendant ce temps, Sophie finissait son thé, regardant par la fenêtre qui montrait la nuit lyonnaise ponctuée de lumière. Quelque part dans la ville, une petite fille qu'elle ne reverrait jamais grandissait, vivait, respirait. Et cela suffisait pour que Sophie continue à porter cet uniforme bleu clair, nuit après nuit, restant dans l'ombre d'une vie qu'elle avait laissée derrière elle, mais dont elle ne pourrait jamais complètement s'éloigner. Le ventilateur de plafond tournait lentement dans la chambre 215 de l'hôpital Saint-Louis, où Madame Lefebvre, une dame de 78 ans, regardait anxieusement l'horloge au mur. Il était plus de 23 heures, lorsque la porte s'ouvrit doucement, et que Sophie entra en poussant son chariot de nettoyage. « Je pensais que vous ne viendriez pas ce soir », chuchota Madame Lefebvre avec soulagement dans la voix. « Désolée. » Pour le retard, sourit Sophie, fermant la porte derrière elle. Le 3e étage avait besoin d'une attention particulière. Tout en passant la serpillière sur le sol, Sophie observait discrètement les mouvements de la vieille dame dans le lit. Elle remarqua comment elle tenait le côté gauche de son abdomen en se déplaçant et comment sa respiration semblait légèrement plus laborieuse que la veille. La douleur a augmenté, n'est-ce pas? Demanda Sophie d'un ton désinvolte, sans interrompre son travail. Madame Lefebvre écarquilla les yeux. « Comment le savez-vous? »« Votre visage raconte des histoires, Madame Lefebvre, » répondit-elle avec un sourire bienveillant. « Et la façon dont vous tenez votre côté gauche aussi. » La vieille dame soupira résignée. « Le jeune médecin est venu aujourd'hui et m'a dit que c'était normal, que c'était encore dû à l'opération. Mais ça fait plus mal qu'hier. » Sophie s'arrêta un moment, s'approchant du lit. « Puis-je » demanda-t-elle, indiquant la planchette du dossier médical accroché au bord du lit. Avec la permission de la patiente, elle jeta un rapide coup d'œil aux notes médicales. Ses yeux, exercés par des années de pratique que peu connaissaient ici, scrutèrent rapidement les résultats d'examens et les prescriptions. « Madame Lefebvre, avez-vous dit au médecin que vous étiez allergique au paracétamol ?» La vieille dame fronça les sourcils. « Je l'ai dit au grand médecin, celui qui parle difficilement. Il l'a noté sur un papier et a dit qu'il préviendrait l'équipe. »« Docteur Leroy » murmura Sophie, regardant à nouveau la prescription où figurait clairement le médicament qui pourrait provoquer une réaction allergique chez la patiente. « Je vais appeler l'infirmière Nathalie pour vérifier cela, d'accord ?» Quelques minutes plus tard, Nathalie entrait dans la chambre avec une expression préoccupée. « Sophie, vous aviez raison. L'allergie n'a pas été enregistrée dans le système. Je vais corriger cela immédiatement et parler au médecin de... Garde. Merci, ma petite. » Madame Lefebvre serra la main de Sophie. « Sans vous,
Pas besoin de me remercier, sourit Sophie. Maintenant, reposez-vous. La douleur devrait s'atténuer quand ils auront ajusté votre médication. Dans le couloir, Nathalie retint le bras de Sophie. Ça ne peut pas continuer comme ça, Sophie. C'est la 3e fois ce mois-ci que vous remarquez quelque chose que l'équipe médicale a laissé passer. Ce n'était qu'un détail, éluda-t-elle. N'importe qui aurait pu le remarquer. Non, ce n'est pas vrai, insista Nathalie. Vous le savez mieux que quiconque. Pourquoi continuez-vous à vous cacher? Pourquoi ne pas... Nous en avons déjà parlé, l'interrompit doucement Sophie. J'ai fait mon choix il y a 3 ans et je ne le regrette pas. Avant que Nathalie puisse argumenter, un jeune interne s'approcha précipitamment. Infirmière, nous avons besoin d'aide dans la chambre 302. Le patient fait une réaction à la transfusion. Les 2 femmes se dirigèrent rapidement vers la chambre indiquée, où un homme d'âge moyen présentait des taches rouges sur tout le corps et des difficultés respiratoires. Dr Martin, l'interne de garde, semblait visiblement nerveux, tandis qu'il tentait de contrôler la situation. « C'est une réaction transfusionnelle. Nous avons besoin d'hydrocortisone et d'antihistaminique, » ordonna-t-il, tandis qu'une infirmière essayait de calmer le patient agité. Sophie resta au fond de la chambre, observant attentivement. Ses yeux parcoururent la poche de sang suspendue au support et remarquèrent quelque chose que personne d'autre n'avait vu. « Docteur », appela-t-elle discrètement. Le groupe sanguin, le jeune médecin concentré sur le patient, ne se retourna même pas. « Pas maintenant ! Quelqu'un peut-il faire sortir la femme de ménage d'ici ?» Nathalie, cependant, connaissait suffisamment Sophie pour savoir qu'elle ne parlerait pas sans raison. Elle s'approcha de la poche de sang et vérifia l'étiquette. « Docteur Martin !» s'exclama-t-elle alarmée. « Ce n'est pas le bon groupe sanguin. La poche est B+, et le patient est A+. » Le chaos momentané céda la place à des actions rapides. La transfusion fut immédiatement interrompue. Des médicaments furent administrés et le patient commença à se stabiliser. Sophie, profitant de la confusion, sortit silencieusement de la chambre et retourna à son chariot de nettoyage. 1 heure plus tard, quand le tumulte fut passé, Nathalie trouva Sophie en train de nettoyer tranquillement le couloir du 4e étage. « Vous avez sauvé la vie de cet homme, » dit-elle doucement. « Si vous n'aviez pas remarqué l'erreur du groupe sanguin, c'est vous qui l'avez remarqué, » corrigea Sophie avec un demi-sourire. « J'étais simplement au bon endroit au bon moment. » Nathalie secoua la tête, frustrée par la modestie de son amie. « Un jour, votre façade va s'effondrer, Sophie. Et quand cela arrivera, beaucoup de gens dans cet hôpital devront repenser la façon dont ils vous ont traité toutes ces années. » Pendant ce temps, au 3e étage, Dr Thomas Leroy sortait de la salle des médecins, après une visioconférence avec des spécialistes européens. Son expression affichait la fierté de quelqu'un qui venait de recevoir des éloges des plus grands noms de la cardiologie mondiale. Dans le couloir, il rencontra Dr Pierre Moreau, le directeur de l'hôpital, un homme de 60 ans aux cheveux grisonnants et aux yeux qui semblaient porter le poids de décennies d'expérience médicale. « Thomas, nous devons parler du patient de la chambre 307, » dit Pierre avec sérieux. « Il y a eu une altération des niveaux de potassium qui a failli causer de sérieuses complications. » Le chirurgien fronça les sourcils. « Impossible. J'ai moi-même évalué les analyses cet après-midi. Apparemment, quelque chose est passé inaperçu, » insista le directeur. Heureusement, l'infirmière Nathalie a demandé de nouvelles analyses à temps. Thomas sentit la fierté céder la place à l'irritation. Il détestait être corrigé, surtout devant d'autres médecins qui passaient dans le couloir à ce moment-là. « Il doit y avoir eu une erreur du laboratoire, » se justifia-t-il. « Je vérifierai cela demain. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai besoin de me reposer. J'ai une chirurgie complexe demain matin. » Alors qu'il s'éloignait, Thomas ne put s'empêcher d'entendre le commentaire d'un des infirmiers à Pierre. « C'était encore cette femme de ménage, n'est-ce pas? C'est elle qui a alerté sur le potassium, comme elle l'a fait pour l'allergie de Madame Lefebvre. » Thomas s'arrêta un moment, se rappelant la femme au chariot de nettoyage, qui avait eu l'audace de suggérer de vérifier les niveaux de potassium du patient. Il sentit son visage s'échauffer de colère. Pour qui cette employée se prenait-elle pour s'immiscer dans les affaires médicales? À l'autre extrémité de l'hôpital, Sophie terminait son service. Dans le vestiaire vide, elle échangeait l'uniforme bleu contre des vêtements simples, un pantalon en jean et un chemisier en coton sans aucune ostentation. Elle se regarda brièvement dans le miroir, voyant au-delà de la façade de la femme de ménage que tous connaissaient. Derrière cette apparence simple
se cachaient des années d'études intensives, des résidences dans les meilleures institutions du pays et un talent reconnu internationalement. Une vie qu'elle avait délibérément laissée derrière elle. Alors qu'elle rangeait le foulard qui couvrait ses cheveux, une petite photo tomba de sa poche. L'image montrait une petite fille d'environ 10 ans, souriant avec les mêmes yeux intenses que Sophie. Elle tint la photographie pendant quelques secondes, s'accordant ce rare moment de vulnérabilité, avant de la ranger soigneusement dans son portefeuille. « Demain sera un autre jour. »« Manon » murmura-t-elle à la photographie. « Un jour de plus où maman fait ce qu'elle peut, de la façon dont elle le peut. » Sophie sortit par la porte de service de l'hôpital Saint-Louis. L'aube lyonnaise l'accueillait avec une brise fraîche venue des montagnes voisines. Tandis qu'elle attendait le bus à l'arrêt désert, ses pensées vagabondèrent vers le patient, qui avait failli recevoir du sang incompatible, vers Madame Lefebvre et son allergie non enregistrée, vers le mépris dans les yeux de Thomas Leroy. Pendant 3 ans, elle avait gardé son secret. Pendant 3 ans, elle s'était contentée d'aider dans l'ombre, trouvant une paix qu'elle pensait impossible, après ce qui s'était passé à Paris. Mais combien de temps pourrait-elle maintenir cette double vie? Combien de temps supporterait-elle de voir des erreurs qu'elle pourrait éviter, des vies qu'elle pourrait sauver plus directement? Le bus arriva interrompant ses pensées. Sophie monta à bord, choisissant un siège au fond. Tandis que le véhicule traversait les rues vides de Lyon, elle observait les lumières de la ville se refléter dans les eaux du Rhône, pensant que sa vie, tout comme ce reflet, n'était qu'une version déformée de ce qu'elle avait été autrefois. L'horloge numérique dans la salle de repos des médecins marquait 3h20 du matin, lorsque Dr Thomas Leroy jeta son stéthoscope sur la table avec frustration. La procédure d'urgence qu'il venait d'effectuer sur le patient de la chambre 412 avait été plus compliquée que prévu, et la fatigue commençait à peser sur ses épaules. « Un café ?» offrit une voix douce. Thomas leva les yeux et vit Sophie avec une thermos. Pendant un instant, il pensa refuser sèchement, mais l'arôme du café finit par vaincre son orgueil. « Oui », répondit-il, tendant une tasse vide. « Merci. » Sophie versa le café en silence sans établir de contact visuel. Tandis qu'elle rangeait discrètement le petit coin cuisine, Thomas l'observait avec une curiosité renouvelée. Il y avait quelque chose dans ses mains. La façon dont elle tenait les objets, précise et délicate, qui semblait déplacée pour quelqu'un qui manipulait des produits de nettoyage toute la journée. « Vous êtes la femme de ménage qui a commenté les niveaux de potassium du patient de la chambre 307, n'est-ce pas ?» demanda-t-il abruptement. Sophie se figea une seconde avant de répondre naturellement. « Oui, docteur, je vous prie de m'excuser si j'ai dépassé mes limites. » Thomas prit une gorgée de café, surpris par le goût parfait. « Comment saviez-vous cela? À propos du potassium? Je travaille dans les hôpitaux depuis longtemps, » répondit-elle vaguement. « On apprend certaines choses en écoutant les médecins. » « murmura Thomas, pas totalement convaincu. « Et c'était aussi vous qui avez remarqué le groupe sanguin incorrect hier soir. » Sophie maintint une expression neutre. « Les infirmiers ont résolu cette situation, docteur. »« Ce n'est pas ce qu'on m'a dit, » insista-t-il, étudiant ses réactions. « Il semble que nous ayons une femme de ménage qui en sait plus en médecine que certains de mes internes. » Un silence tendu plana entre eux. Thomas attendait une confession, une explication. Sophie se contenta de finir de ranger la cuisine. « Si vous me le permettez, docteur, j'ai d'autres secteurs à nettoyer avant l'aube. » Lorsqu'elle se tourna pour partir, Thomas remarqua une petite cicatrice à la base de son cou, partiellement couverte par l'uniforme. Une cicatrice chirurgicale, reconnut-il immédiatement, le type de marque laissée par une trachéotomie d'urgence. « Attendez », appela-t-il impulsivement. « Quel est votre nom complet ?»« Sophie Durand, docteur », répondit-elle simplement, sortant avant qu'il ne puisse poser plus de questions. Thomas resta seul avec sa tasse de café et une curiosité croissante. Y avait-il plus chez cette femme de ménage qu'il n'y paraissait? Il but la dernière gorgée pensivement. Demain, décida-t-il, il en découvrirait plus sur cette mystérieuse Sophie Durand. Dans un autre coin de l'hôpital, Sophie poussait son chariot le long du couloir du service pédiatrique, où le silence de l'aube était occasionnellement rompu par des pleurs lointains. C'était la partie la plus difficile de son travail nocturne. Passer par la pédiatrie ramenait toujours des souvenirs qu'elle préférait garder endormis. « Madame Durand », appela en chuchotant l'infirmière Amélie. « J'ai besoin de votre aide, s'il vous plaît. » La jeune infirmière la conduisit jusqu'à une chambre
où une petite fille d'environ 9 ans pleurait silencieusement, serrant un ours en peluche. Voici Léa. Elle a de la fièvre depuis 3 jours et les médecins n'ont pas encore découvert la cause. Elle ne veut pas prendre l'antipyrétique et, eh bien, vous avez un don avec les enfants. Sophie sentit une douleur familière dans sa poitrine. La petite fille dans le lit avait le même âge que Manon aurait maintenant. Elle s'approcha prudemment, s'asseyant au bord du lit. « Bonjour Léa, est-ce que je peux te confier un secret ?» commença-t-elle d'une voix douce. « Cet hôpital a une règle spéciale. Si tu fermes les yeux et que tu imagines que ce médicament est du jus de fraise, pendant que tu l'avales, il aura vraiment le goût de fraise. » La petite fille la regarda avec méfiance. « C'est un mensonge. »« Faisons un marché, » sourit Sophie. « Si ça ne marche pas, demain j'apporterai un chocolat pour te dédommager. Mais tu dois imaginer très fort, d'accord ?» À la surprise d'Amélie, Léa accepta le médicament. Tandis que Sophie caressait les cheveux de la petite fille jusqu'à ce qu'elle s'endorme, l'infirmière observait, admirative. « Comment faites-vous » demanda-t-elle en sortant de la chambre. « Nous avons tout essayé avec elle. » Sophie haussa les épaules. « Les enfants ont parfois besoin d'un peu de magie, surtout quand ils ont peur. Vous avez des enfants ?» demanda innocemment Amélie. Le silence qui suivit fut une réponse suffisante. Amélie comprit qu'elle avait touché quelque chose de délicat. « Désolée, je ne voulais pas... »« Ce n'est rien, » Sophie se reprit rapidement. « J'ai eu une fille, oui. Elle adorait les histoires de magie. » Avant que la conversation puisse continuer, le haut-parleur de l'hôpital appela Amélie pour une urgence, laissant Sophie seule avec ses souvenirs. Elle continua son travail mécaniquement, tandis que son esprit voyageait vers une autre époque. Paris, 5 ans auparavant. Docteur Sophie Durand, nous avons besoin de vous aux urgences immédiatement. La voix dans l'interphone était urgente. Sophie abandonna le rapport qu'elle analysait et courut à travers les couloirs de l'hôpital Lariboisière. En tant que chef de la chirurgie cardiovasculaire, elle était rarement appelée directement aux urgences, à moins que le cas ne soit extrêmement grave. Quand elle entra dans la salle de traumatologie, son monde s'écroula. Sur la civière, une petite fille, cheveux châtains imbibés de sang, visage presque méconnaissable en raison des blessures. Mais Sophie aurait reconnu ce petit corps en toutes circonstances. Manon. Le nom s'échappa de ses lèvres comme une prière désespérée. L'accident qui changea tout. La voiture scolaire heurtée par un camion. La chirurgie d'urgence qui dura 12 heures. Les mains, qui n'avaient jamais failli en 30 ans de carrière, tremblant alors qu'elle luttait pour sauver sa propre fille. Et puis, le silence absolu de la salle d'opération quand le moniteur cardiaque émit ce son continu et implacable. Lyon, temps présent. « Sophie, vous allez bien ?» La voix de Nathalie la ramena au présent. Sophie réalisa qu'elle était immobile au milieu du couloir, le regard perdu dans le lointain. « Oui, juste. Fatiguée, » répondit-elle, forçant un sourire. « Vous devriez rentrer chez vous. Votre service est terminé depuis presque 1 heure. » Sophie acquiesça, mais avant qu'elle puisse répondre, une agitation à la fin du couloir attira l'attention des 2 femmes. Dr Thomas Leroy et une équipe d'internes entraient précipitamment dans la chambre 510, où un patient post-opératoire avait été admis cet après-midi. Tension en baisse. Tachycardie sinusale. Il entre en état de choc. La voix alarmée d'un des internes résonna dans le couloir. Nathalie courut pour aider, tandis que Sophie, mue par instinct, la suivit jusqu'à la porte de la chambre. De là où elle se tenait, elle pouvait voir le moniteur cardiaque et les mouvements frénétiques de l'équipe médicale. Le patient, un homme d'environ 50 ans, présentait des signes évidents d'hémorragie interne post-opératoire. « Nous devons le ramener en chirurgie », annonça Thomas. « Probable déhiscence de suture. Préparez la salle d'urgence. » Tandis que l'équipe se mobilisait, Sophie remarqua quelque chose sur le moniteur de médicaments. L'anticoagulant intraveineux était encore administré, alors qu'il aurait dû être arrêté des heures avant l'opération. « Docteur », appela-t-elle instinctivement, « l'héparine. » Thomas, au milieu de la crise, ne réalisa même pas qui parlait. « Quoi ?» ?»« L'anticoagulant est encore en cours d'administration. » Elle indiqua le moniteur. L'information tomba comme une bombe dans la salle. Thomas vérifia rapidement et ordonna l'interruption immédiate du médicament. Cette erreur aurait facilement pu coûter la vie au patient, transformant une petite hémorragie post-opératoire en une hémorragie incontrôlable. Avec le médicament interrompu et des mesures hémostatiques mises en place, le patient commença à se stabiliser, évitant une nouvelle chirurgie d'urgence. Lorsque la situation fut sous contrôle,
Thomas réalisa finalement qui avait repéré l'erreur fatale. « C'était vous, dit-il, regardant Sophie avec un mélange de gratitude et de confusion. « Encore. » Sophie avait déjà reculé dans le couloir, retournant à son chariot de nettoyage, comme si rien ne s'était passé. Thomas la suivit, déterminé. « Ce n'est pas une coïncidence, affirma-t-il, bloquant son chemin. Aucune femme de ménage ne connaîtrait les interactions médicamenteuses ou ne reconnaîtrait un anticoagulant par son nom commercial. Docteur Leroy, s'il vous plaît. » Sophie tenta de s'écarter. Mais Thomas ne céda pas. « Qui êtes-vous vraiment » insista-t-il. « Infirmière? Étudiante en médecine? Ne me dites pas que vous apprenez simplement en écoutant les médecins, parce que c'est absurde. » Leurs regards se croisèrent, le sien exigeant des réponses, celui d'elle suppliant le silence. Pendant un instant, le masque de Sophie sembla faiblir, révélant non pas la femme de ménage soumise, mais quelqu'un avec une présence que Thomas ne parvenait pas à déchiffrer. « Laissez simplement tomber, » demanda-t-elle à voix basse. « S'il vous plaît. »« Vous avez sauvé la vie de cet homme aujourd'hui, » répondit Thomas, son ton plus doux maintenant, « et probablement celle d'autres patients auparavant. Pourquoi vous cachez ?» Avant que Sophie puisse répondre, une voix grave interrompit la conversation. « Docteur Leroy, j'ai besoin de vous parler dans mon bureau. » C'était le docteur Pierre Moreau, le directeur de l'hôpital, observant la scène avec une expression indéchiffrable. Maintenant, Thomas hésita, regardant de Sophie à Pierre. « Nous continuerons cette conversation plus tard, » promit-il à Sophie avant de suivre le directeur. Seule dans le couloir, Sophie respira profondément, sentant que son monde d'ombre soigneusement construit commençait à s'effondrer. Peut-être n'était-ce qu'une question de temps avant que son passé ne la rattrape. La question était-elle prête à l'affronter? Le bureau du docteur Pierre Moreau était plongé dans la pénombre de l'aube, éclairé seulement par une lampe de bureau qui soulignait les traits sérieux du directeur de l'hôpital Saint-Louis. De l'autre côté du bureau, docteur Thomas Leroy attendait impatiemment, encore intrigué par ce qu'il venait de vivre dans la chambre 510. Que se passe-t-il avec cette femme de ménage, Pierre? Comment savait-elle pour l'anticoagulant? Et ce n'est pas la première fois qu'elle démontre des connaissances médicales avancées. Pierre soupira profondément, ajustant ses lunettes de lecture avant de répondre. « Thomas, il y a des choses dans cet hôpital qui fonctionnent selon un équilibre délicat. Sophie est un employé spécial. Spécial comment? » insista Thomas. « Elle a clairement une formation médicale. J'ai vu comment elle observe les patients, comment elle analyse les moniteurs. Personne n'apprend cela en écoutant les médecins. » Comme elle dit. Le directeur resta silencieux quelques instants, comme s'il pesait chaque mot avant de le prononcer. « Ce que je vais dire ne sort pas de cette pièce, compris ?» dit-il finalement. « Sophie Durand travaille au nettoyage par choix. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. »« Par choix ?» répéta Thomas incrédule. « Qui choisirait de nettoyer des sols quand on pourrait sauver des vies? Quelqu'un avec des raisons très puissantes, » répondit Pierre énigmatiquement. « Respectez son espace, Thomas. C'est une demande personnelle. » Thomas étudia le visage du directeur, comprenant qu'il y avait plus dans cette histoire que Pierre n'était disposé à révéler. En 15 ans de carrière, il n'avait jamais rencontré une situation aussi particulière. Elle vient d'éviter qu'un patient ne meure à cause d'une erreur de médication, argumenta-t-il. Si elle a des connaissances médicales, pourquoi n'exerce-t-elle pas sa profession correctement? C'est presque contraire à l'éthique de la laisser nettoyer des couloirs alors qu'elle pourrait contribuer formellement. Pierre retira ses lunettes, se frottant les yeux fatigués. Il y a plusieurs façons de contribuer, Thomas. Toutes n'impliquaient pas une blouse blanche et un titre pompeux sur la porte. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, nous avons tous deux besoin de repos. Le jour se lèvera bientôt. Thomas sortit du bureau plus confus que lorsqu'il y était entré. Au lieu de réponse, il n'avait obtenu que des énigmes. Tandis qu'il marchait dans les couloirs silencieux vers la salle des médecins pour prendre ses affaires, une détermination grandit en lui. Il découvrirait qui était vraiment Sophie Durand. De l'autre côté de l'hôpital, Sophie finissait de ranger son matériel de nettoyage dans la réserve. Ses mains tremblaient légèrement, non pas de peur mais d'adrénaline. Depuis combien de temps n'avait-elle pas ressenti cette décharge d'énergie qui accompagnait une intervention médicale d'urgence? Cette sensation familière d'avoir fait la différence entre la vie et la mort. Pendant 3 ans, elle avait évité ce sentiment, restant dans l'ombre, n'intervenant que lorsque c'était absolument nécessaire.
Mais aujourd'hui, elle avait franchi la ligne qu'elle s'était tracée. Elle avait parlé à voix haute, signalé l'erreur, attiré l'attention sur elle. Et le pire, Thomas Leroy la soupçonnait maintenant. « Sophie », la voix de Pierre surgit derrière elle, « nous devons parler. » Elle acquiesça, suivant son vieil ami jusqu'à une petite salle de réunion vide. Là, loin des regards curieux, Pierre laissa la formalité se dissiper. « Que s'est-il passé aujourd'hui » demanda-t-il gentiment. « Tu as toujours été si prudente. »« Le patient aurait pu mourir, Pierre, » répondit-elle simplement. « Je ne pouvais pas rester silencieuse. » Thomas pose des questions. Beaucoup de questions. « Que lui as-tu dit ?»« Rien de spécifique, » assura Pierre. Mais il est persistant et intelligent. Sophie passa sa main dans ses cheveux grisonnants, maintenant détachés du foulard qu'elle portait pendant le travail. Peut-être est-il temps de chercher un autre hôpital. Et tout recommencer à zéro. Sophie, jusqu'à quand vas-tu continuer à fuir? La question flotta dans l'air entre eux, lourde comme du plomb. Sophie détourna le regard vers la fenêtre, où les premiers rayons du soleil commençaient à colorer le ciel de Lyon. « Je ne fuis pas, » répondit-elle finalement. « Je survis. Ce n'est pas survivre, mon ami. Ça est exister à moitié. » Avant qu'il ne puisse poursuivre la conversation, le beeper de Pierre sonna avec insistance. Il vérifia le message avec un froncement de sourcils préoccupé. « Urgence au bloc opératoire », informa-t-il. « Il semble que Thomas ait des problèmes. » Sans réfléchir, Sophie suivit Pierre dans les couloirs en direction du bloc opératoire. À l'entrée de la zone réservée, il s'arrêta. « Tu ne peux pas entrer ici, Sophie. » Pas en tant que femme de ménage. Elle acquiesça reculant. « Que se passe-t-il » Complications dans la chirurgie du sénateur Laurent. Thomas opère. Sophie connaissait le cas. Une transplantation cardiaque à haut risque chez un patient âgé avec de multiples comorbidités. Une opération qui ferait les manchettes si elle réussissait. Le genre de procédure que Thomas Leroy adorait prendre en charge, tant pour la complexité technique que pour la notoriété qu'elle apporterait. Pierre disparut derrière les portes battantes, laissant Sophie dans le couloir, son esprit analysant involontairement les complications possibles qui pourraient survenir dans un tel cas. 30 minutes passèrent, tandis qu'elle restait près de l'entrée du bloc, observant le mouvement agité des infirmiers et techniciens entrant et sortant. Quelque chose n'allait pas, très mal. Finalement, Pierre émergea, sa blouse tachée de sang, le visage pâle. « Rejet hyperaigu », informa-t-il à voix basse. « Thomas est en train de perdre le patient. Le nouveau cœur ne veut pas fonctionner correctement. » « Ils essaient l'ECMO » demanda Sophie instinctivement, se référant au support cardio-pulmonaire extracorporel. « Oui, mais nous avons des problèmes avec la cannulation. Le vaisseau s'effondre. » Sans s'en rendre compte, Sophie commença à parler en termes techniques, suggérant des procédures alternatives, discutant des protocoles d'immunosuppression d'urgence. Pendant un moment, Pierre vit en elle à nouveau la brillante chirurgienne qu'il avait connue 2 décennies plus tôt, et non la femme de ménage qui se cachait maintenant sous un uniforme bleu. « Sophie », l'interrompit-il doucement, « ils ont besoin d'aide là-dedans. » Elle se figea, comprenant ce qu'il suggérait. « Non, Pierre, je ne peux pas. Un homme est en train de mourir. Thomas est bon, très bon, mais ce cas... » Pierre saisit ses épaules. « Tu as déjà affronté des situations comme celle-ci. Tu sais quoi faire. Je n'ai pas pratiqué depuis des années. Je n'ai pas de licence. Je ne peux pas simplement entrer dans une salle d'opération et... »« Laisse-moi m'occuper de ça, » interrompit Pierre, déterminé. « Je vais informer que j'ai demandé une consultation d'urgence. Personne ne posera de questions, étant donné l'importance du patient. » Sophie ressentit un tourbillon d'émotions, peur, réticence, mais aussi une étincelle indéniable d'adrénaline. Cet appel que tout médecin ressent quand il est nécessaire. Quand une vie dépend de ses compétences. « Tu as 5 minutes pour te changer. » Pierre indiqua le vestiaire des femmes. « Blouse et badge seront là. » Avant qu'elle puisse répondre, il était déjà au téléphone, organisant les détails de son improbable entrée dans le champ opératoire. Dans le vestiaire, Sophie fixa la blouse blanche accrochée au porte-manteau, comme si elle regardait un fantôme. De ses doigts tremblants, elle échangea l'uniforme de femme de ménage contre la tenue chirurgicale stérile. Lorsqu'elle épingla le badge temporaire de consultante médicale à son revers, c'était comme si elle remettait une vieille peau, une qu'elle avait abandonnée par choix. « Je fais une erreur », murmura-t-elle à son reflet dans le miroir. « J'ai promis de ne plus jamais... » Mais l'image qui lui rendait son regard n'était plus celle de Sophie, la femme de ménage. C'était le docteur Sophie Durand,
la légendaire chirurgienne cardiovasculaire qui avait autrefois réalisé des procédures considérées comme impossibles. Lorsqu'elle entra dans le bloc opératoire, l'ambiance était de tension absolue. Thomas, couvert de sueur même sous sa charlotte chirurgicale, a lutté pour contrôler une hémorragie massive, tandis qu'une infirmière tentait de maintenir la tension artérielle du patient avec des médicaments vasopresseurs. « Qui êtes-vous » demanda-t-il brusquement, en remarquant son entrée sans quitter des yeux le champ opératoire. « Docteur Durand, consultante en transplantation », répondit-elle avec un calme qu'elle ne ressentait pas. « Le docteur Moreau m'a appelé pour assister. Nous n'avons pas besoin de consultants. Nous avons besoin d'un miracle, » répondit Thomas entre ses dents. Sophie s'approcha de la table, observant le moniteur cardiaque qui montrait des arythmies de plus en plus fréquentes. « Puis-je jeter un coup d'œil » Avant que Thomas puisse protester, elle était déjà à ses côtés, observant le cœur transplanté qui refusait de pomper correctement. « L'anastomose de l'aorte fuit, » observa-t-elle, « et il y a des signes clairs de rejet hyperaigu. Nous avons besoin d'une dose plus élevée de méthylprednisolone et de commencer la plasmaphérèse immédiatement. » Thomas la regarda avec surprise. « Nous sommes déjà à la dose maximale de corticoïdes, pas selon l'approche d'Helsinki, » répondit Sophie, faisant référence à un protocole expérimental peu connu. « Puis-je » Après un moment d'hésitation, Thomas s'écarta légèrement, permettant qu'elle ait accès au champ. Avec des mouvements précis et assurés, Sophie commença à refaire l'anastomose problématique, parlant calmement tandis qu'elle travaillait. « Infirmière, préparez 1000 mg de méthylprednisolone en perfusion rapide, et nous aurons besoin de plasma frais également. » À mesure que ses doigts travaillaient le tissu cardiaque délicat, la tension dans la salle commença à changer. Ce qui était auparavant du désespoir se transformait maintenant progressivement en espoir contenu. Sophie opérait avec une fluidité presque artistique, chaque mouvement si précis qu'il semblait chorégraphié. Thomas observait en silence, un mélange d'admiration et de confusion dans son regard. Ses mains n'étaient pas celles d'une simple consultante. C'étaient des mains qui avaient réalisé des milliers d'opérations, des mains avec le type de confiance que seules des décennies d'expérience pouvaient conférer. Après 40 minutes de travail intensif, le moniteur commença à montrer des signes d'amélioration. Le cœur transplanté, auparavant réticent, commençait maintenant à assumer son rôle dans le nouveau corps. « Ça fonctionne », murmura l'un des assistants, presque avec révérence. Sophie donna les derniers points de suture, s'assurant qu'il n'y avait plus de fuite. Lorsqu'elle s'éloigna finalement de la table, ses yeux rencontrèrent ceux de Thomas par-dessus le masque chirurgical. Il aura besoin d'une surveillance continue pour le rejet au cours des prochaines 72 heures, instruisit-elle calmement. Et je suggère de maintenir le protocole que j'ai initié. Thomas acquiesça simplement, encore stupéfait par ce qu'il venait de voir. Lorsque Sophie se retourna pour quitter la salle, il retrouva enfin sa voix. « Qui êtes-vous vraiment » Sophie s'arrêta un moment, sans se retourner. Juste quelqu'un qui essaie d'aider Dr Leroy. En sortant du bloc opératoire, elle fut accueillie par Pierre, qui l'attendait anxieusement. « Le patient ?» « Stabilisé. Pour l'instant. » Pierre sourit, posant sa main sur son épaule. « Tu es toujours la meilleure, Sophie. »« C'était une erreur, » répondit-elle, retirant la blouse de ses mains maintenant tremblantes. « Thomas m'a vu. Il va poser des questions. Beaucoup de questions. Peut-être est-il temps de répondre à certaines d'entre elles, » suggéra doucement Pierre. Sophie ferma les yeux un moment, sentant le poids des dernières années, des choix qu'elle avait faits, du deuil qui l'avait consumé. Pendant 3 ans, elle s'était cachée dans l'anonymat d'une femme de ménage invisible. Aujourd'hui, pendant quelques minutes, elle était redevenue la chirurgienne qu'elle avait été autrefois. Et malgré la peur, une petite partie d'elle s'était sentie vivante à nouveau. La salle de repos des médecins était vide lorsque Thomas Leroy entra, portant encore l'uniforme chirurgical taché de sang. Ses mains, normalement fermes, tremblaient légèrement tandis qu'il se servait un café. L'opération du sénateur Laurent s'était terminée il y a seulement 20 minutes et son corps pulsait encore d'adrénaline. Pas seulement à cause de la procédure complexe, mais de ce dont il avait été témoin. Cette femme, Dr Durand, comme elle s'était présentée, avait réalisé une intervention qu'il n'avait jamais vue auparavant. La technique de réparation vasculaire, la façon dont elle avait manipulé le cœur transplanté, tout indiquait des années d'expérience et un talent exceptionnel.
Félicitations pour l'opération. La voix de Pierre interrompit ses pensées. Le sénateur est stable en soins intensifs. Thomas se retourna, les yeux plissés. Ce n'était pas mon opération au final, n'est-ce pas? Qui est-elle, Pierre? Et ne me viens pas avec cette histoire de consultante. Le directeur soupira, s'asseyant lourdement dans l'un des fauteuils. Pendant un long moment, seul le son de l'horloge murale remplit le silence entre eux. « Tu es sur le point d'entrer dans un territoire compliqué, Thomas, » répondit-il finalement. « Certaines histoires ne sont pas les miennes à raconter. Elle a sauvé mon patient en utilisant des techniques que je n'ai jamais vues en pratique, » insista Thomas. « Et j'ai presque la certitude que c'est la même personne qui est apparue. Ces derniers jours, la femme de ménage qui a identifié des erreurs de médication, qui a remarqué des modifications du potassium, qui... » Il s'arrêta brusquement, les pièces s'assemblant dans son esprit. C'est elle, n'est-ce pas? La femme de ménage et cette docteur Durand sont la même personne. Le silence de Pierre fut une confirmation suffisante. Pourquoi une chirurgienne? De ce calibre travaillerait-elle comme femme de ménage? Demanda Thomas, confus. Ça n'a aucun sens. Tous les choix dans la vie n'ont pas besoin d'avoir du sens pour les autres, Thomas, répondit calmement Pierre, surtout quand ils proviennent d'une douleur profonde. Avant que Thomas ne puisse répondre, la porte de la salle s'ouvrit brusquement et une infirmière entra précipitamment. Car le roi urgence en soins intensifs, le sénateur est en arrêt cardiaque. Thomas et Pierre coururent à travers les couloirs jusqu'à l'unité de soins intensifs où une équipe pratiquait déjà des manœuvres de réanimation sur le patient. Les moniteurs bipaient frénétiquement, indiquant une fibrillation ventriculaire, un rythme cardiaque incompatible avec la vie. « Défibrillateur !» ordonna Thomas, prenant le contrôle. « Chargé à 200 joules !» Tandis que l'équipe travaillait, Thomas ne put s'empêcher de remarquer une silhouette dans le coin de la salle. Sophie, à nouveau dans son uniforme de femme de ménage, observait la scène avec des yeux qui évaluaient chaque détail technique. 3 chocs plus tard, le cœur du sénateur refusait toujours d'établir un rythme normal. Thomas commençait à sentir le poids de l'échec imminent lorsque Sophie fit un pas en avant. « Permettez-moi de suggérer quelque chose », dit-elle à voix basse pour qu'il soit le seul à l'entendre. « Le rejet hyperaigu peut avoir causé une thrombose coronaire. Si c'est le cas, la défibrillation seule ne résoudra pas le problème. » Thomas hésita seulement une seconde avant d'accepter la suggestion implicite. « Préparez un thrombolytique et de l'héparine », ordonna-t-il, « et continuez la RCP. » L'équipe obéit promptement, administrant les médicaments tout en maintenant les compressions thoraciques. 4 minutes plus tard, 4 longues minutes durant lesquelles la vie du sénateur ne tenait qu'à un fil, le moniteur commença à enregistrer des battements organisés. « Rythme sinusal », annonça une infirmière avec soulagement. La tension revient. Un soupir collectif de soulagement résonna dans la salle. Thomas regarda Sophie qui s'éloignait déjà discrètement vers la porte. « Attendez », appela-t-il, la suivant dans le couloir. « Vous ne pouvez pas simplement partir comme ça. » Sophie s'arrêta, le dos tendu. « Mon service se termine, docteur Leroy, je dois partir. »« Votre service en tant que femme de ménage ou en tant que médecin ?» demanda-t-il, gardant la voix basse pour qu'elle seule puisse entendre. « Pourquoi faites-vous » ?»« Cela, pourquoi vous cachez ?» Elle se tourna lentement et pour la première fois, Thomas vit au-delà du masque de l'employée discrète. Dans les yeux de Sophie, il y avait une profondeur d'expérience et de douleur qui le laissa momentanément sans voix. « Il y a plusieurs façons de servir, docteur, » répondit-elle simplement. « Toutes n'exigent pas de reconnaissance. »« J'ai vu comment vous avez opéré aujourd'hui, » insista Thomas. « Ce ne sont pas les mains de quelqu'un qui devrait frotter des sols, ce sont des mains qui sauvent des vies. » Un groupe de médecins internes passa devant eux, regardant curieusement l'étrange duo, le célèbre chirurgien et la femme de ménage, conversant comme des égaux au milieu du couloir. « Ce n'est pas l'endroit pour cette conversation, » murmura Sophie, mal à l'aise face à la tension. « Alors où? Quand ?» insista Thomas. « Parce que cette conversation aura lieu, docteur Durand. Aujourd'hui, vous n'avez pas seulement sauvé mon patient? 2 fois. Mais vous m'avez fait remettre en question tout ce que je pensais savoir sur cet hôpital. » Avant qu'elle puisse répondre, une agitation à l'entrée des soins intensifs attira l'attention des deux. Une équipe de reportage tentait d'entrer, caméra à la main. « C'est le sénateur Laurent. Nous avons besoin d'informations sur son état, insistait un journaliste tandis que des agents de sécurité tentaient de les contenir.
Thomas se positionna immédiatement pour faire face à la presse, mais pas avant de lancer un dernier regard à Sophie. « Cette conversation n'est pas terminée », promit-il. Pendant que Thomas s'occupait des journalistes, Sophie profita de l'occasion pour s'éloigner. Dans le vestiaire du personnel, elle changea rapidement de vêtements et retira le foulard qui couvrait ses cheveux grisonnants. Pendant des années, elle avait soigneusement maintenu son anonymat, construisant une vie dans l'ombre après que tout se soit effondré à Paris. Maintenant, elle sentait que cette vie était sur le point de changer à nouveau. À l'extérieur de l'hôpital, le jour était déjà clair. Sophie marcha jusqu'à l'arrêt de bus, sentant la chaleur typique de la matinée lyonnaise. Tandis qu'elle attendait, elle ne put s'empêcher de réfléchir aux 12 dernières heures. Pour la première fois en 3 ans, ses mains avaient tenu un bistouri à nouveau. Pour la première fois en 3 ans, elle était redevenue la médecin qu'elle avait été autrefois. Et, étonnamment, elle n'avait pas ressenti le poids écrasant de la culpabilité qu'elle attendait. Le bus arriva, mais avant qu'elle ne puisse monter, elle entendit quelqu'un appeler son nom. Elle se retourna pour voir Thomas Leroy s'approcher rapidement, portant encore sa blouse par-dessus l'uniforme chirurgical. « Docteur Leroy », salua-t-elle formellement. « Les journalistes. Le service de communication s'en occupe, coupa-t-il. Nous devons parler et ce sera maintenant. » Il y avait une détermination dans sa voix que Sophie reconnut, la même obstination qu'elle-même avait eue autrefois, quand rien au monde ne pouvait l'empêcher d'atteindre ses objectifs. « Je suis fatiguée », tenta-t-elle d'argumenter. « La nuit a été longue. »« 15 minutes, au café de l'autre côté de la rue », insista Thomas. « C'est le minimum que vous me devez après ce qui s'est passé aujourd'hui. » Sophie hésita, pesant ses options. Elle pourrait simplement monter dans le bus et partir, mais elle savait que Thomas n'abandonnerait pas. Ce n'était qu'une question de temps avant que son passé ne soit révélé. 15 minutes, accepta-t-elle finalement. Le petit café était presque vide à cette heure matinale. Ils choisirent une table dans un coin, loin des oreilles indiscrètes. Pendant quelques instants, ils s'observèrent en silence, comme 2 adversaires s'évaluant avant un affrontement décisif. « Pourquoi ne pas commencer par les bases ?» suggéra Thomas, brisant le silence. « Qui est vraiment Sophie Durand ?» Elle prit une gorgée du café qu'ils avaient commandé, gagnant du temps pour organiser des pensées qu'elle avait gardées enfermées depuis si longtemps. « J'ai été chef de la chirurgie cardiovasculaire à l'hôpital Lariboisière à Paris pendant 15 ans, commença-t-elle lentement. Avant cela, résidence à Johns Hopkins, fellowship en cardiologie interventionnelle à la Cleveland Clinic. J'ai publié 47 articles dans des revues internationales, développé 2 techniques de réparation valvulaire qui portent mon nom dans les manuels de médecine. » Thomas l'observait avec un étonnement croissant. Le curriculum qu'elle décrivait si naturellement la plaçait parmi les plus grands noms de la médecine française. « Et que s'est-il passé ?» demanda-t-il plus doucement. Sophie détourna le regard vers la fenêtre, observant le mouvement des gens dans la rue, des vies normales, sans complications. « Il s'est passé ce qu'aucun médecin n'est préparé à affronter, » répondit-elle finalement. « Opérer sa propre fille. Et échouer. » Le silence qui suivit était dense, chargé d'une émotion que Thomas pouvait à peine comprendre. Soudainement, sa curiosité fit place à un respect solennel. « Je suis désolé », fut tout ce qu'il put dire. « Manon avait 9 ans, » continua Sophie, sa voix maintenant distante, comme si elle racontait l'histoire de quelqu'un d'autre. « Accident de voiture, traumatisme thoracique grave. J'étais la seule chirurgienne cardiaque disponible ce jour-là. Personne d'autre n'avait d'expérience en traumatologie cardiovasculaire pédiatrique. » Elle fit une pause, respirant profondément. « J'ai opéré pendant 12 heures. J'ai utilisé chaque technique que je connaissais. J'en ai improvisé d'autres. À la fin, ce n'était pas suffisant. » Thomas pouvait imaginer la scène, la médecin renommée luttant pour sauver sa propre fille, le poids impossible de cette responsabilité. « Après cela, je n'ai plus réussi à entrer dans une salle d'opération, » poursuivit Sophie. « J'ai essayé. Mes collègues ont essayé de m'aider. Mais chaque fois que je touchais un bistouri, mon esprit retournait à cette table d'opération, à ce moniteur cardiaque silencieux. « Alors vous êtes venu à Lyon, » conclut Thomas, « pour recommencer. Pierre est un vieil ami de faculté. Il a été le seul à ne pas essayer de me convaincre de recommencer à opérer. Il a compris que j'avais besoin de distance, mais aussi que je ne pourrais pas rester complètement éloigné de la médecine. » Elle offrit un sourire triste. «
Qui remarquerait une femme de ménage d'âge moyen? Je pourrais être à l'hôpital, observer les procédures, parfois même aider discrètement, sans le poids de la blouse blanche, sans la responsabilité écrasante. Thomas essayait de traiter toutes ces informations. L'arrogance qu'il avait ressentie envers elle lui semblait maintenant absurdement inappropriée. « Aujourd'hui, vous avez opéré à nouveau, observa-t-il, et sauvé le sénateur. »« C'était une erreur, » répondit rapidement Sophie. « Un moment de faiblesse. Cela ne se reproduira pas. »« Une erreur, » répéta Thomas incrédule. « Vous avez réalisé une intervention qu'aucun autre médecin de cet hôpital n'aurait pu faire. Si c'est une erreur, alors qu'est-ce qui serait juste ?» Sophie regarda ses propres mains, des mains désormais calleuses, non seulement à cause d'années de chirurgie, mais aussi à cause des produits de nettoyage et du travail manuel. « Docteur Leroy, Thomas, » corrigea-t-il doucement, « s'il vous plaît. »« Thomas, » continua-t-elle, « ce qui s'est passé aujourd'hui ne change rien. Demain, je reprendrai mon service normal, avec mon chariot de nettoyage. C'est ce que j'ai choisi. »« Et si je n'acceptais pas cela ?» la défia-t-il. « Et si je disais que c'est un gaspillage de talent, que des patients pourraient bénéficier de vos compétences ?» Le regard que Sophie lui lança contenait un mélange de fatigue et de détermination. « Ce ne serait pas à vous de choisir, » répondit-elle simplement. « Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, nos 15 minutes sont écoulées. » Elle se leva pour partir, mais Thomas retint doucement son poignet. « Une dernière question, » demanda-t-il. « Pourquoi avez-vous continué à m'aider, même quand je vous traitais si mal, même quand je ne reconnaissais même pas votre existence ?» Sophie sourit, un sourire authentique cette fois, qui illumina son visage fatigué. « Parce que les patients importent plus que nos égos. Docteur Leroy, je pensais qu'Harvard vous aurait appris cela. » Avec cette dernière observation, elle quitta le café, laissant Thomas seul avec ses réflexions et une tasse de café à moitié pleine, tout comme ses certitudes sur le monde qu'il pensait si bien connaître. La nouvelle du rétablissement miraculeux du sénateur Laurent se répandit rapidement dans les couloirs de l'hôpital Saint-Louis. En moins de 24 heures, l'histoire de la chirurgie complexe avait été transformée en un récit presque mythique, avec le docteur Thomas Leroy au centre comme le héros qui avait réalisé l'impossible. Les journaux locaux affichèrent des manchettes célébrant l'exploit, et la direction de l'hôpital n'hésita pas à profiter de la publicité positive. Le docteur Leroy a utilisé une technique innovante jamais vue auparavant à Lyon, expliquait fièrement docteur Pierre lors d'une conférence de presse dans le hall principal. C'est un exemple du niveau d'excellence que nous recherchons dans notre établissement. Appuyée contre le mur du fond, presque invisible dans son uniforme bleu clair, Sophie observait la scène avec une expression neutre. L'ironie ne lui échappait pas. Être témoin silencieux de sa propre technique chirurgicale attribuée à un autre médecin. Cependant, il n'y avait pas de ressentiment dans son cœur, seulement une acceptation tranquille du rôle qu'elle avait choisi pour elle-même. « Vous devriez être là-bas, devant », chuchota Nathalie, s'approchant discrètement. « C'est vous qui avez vraiment sauvé cet homme. »« Peu importe qui reçoit le crédit, Nathalie, » répondit doucement Sophie. « Ce qui compte, c'est que le patient est vivant, mais ce n'est pas juste, » protesta l'infirmière. « La justice ?» Sophie sourit tristement. « Dans la vie, on trouve rarement la justice, seulement les conséquences de nos choix. » Tandis que les caméras flashaient et que les journalistes entouraient Thomas de questions, leurs regards se croisèrent brièvement à travers le hall bondé. Pendant un instant, Sophie vit quelque chose d'inattendu sur le visage de l'arrogant chirurgien, non pas de la fierté ou de la satisfaction, mais un inconfort indéniable, peut-être même de la honte. « Si vous voulez bien m'excuser, » Thomas interrompit brusquement l'interview, « je dois retourner auprès de mes patients. » Ignorant les protestations des journalistes qui avaient encore des questions, il traversa le hall d'un pas déterminé. Lorsqu'il passa devant Sophie, il murmura sans s'arrêter « Mon bureau ». Dans 15 minutes. Sophie hésita, partagée entre la curiosité et le désir de garder ses distances. Mais quelque chose dans l'expression de Thomas indiquait que ce n'était pas une conversation qu'elle pourrait éviter. 15 minutes plus tard, après avoir fini de nettoyer les escaliers du 3e étage, elle frappa doucement à la porte du bureau de Thomas. La plaque dorée sur la porte annonçait en lettres élégantes « Dr Thomas Leroy, chirurgie cardiovasculaire. Entrez », vint la réponse immédiate. Le bureau était exactement comme elle l'avait imaginé, impeccablement organisé, décoré de diplômes encadrés
et de photos de Thomas avec des sommités de la médecine mondiale. Une étagère exposait des exemplaires de revues médicales où ces articles avaient été publiés. « Fermez la porte, s'il vous plaît », demanda-t-il, se levant de son bureau. Sophie obéit, restant près de la sortie, comme si elle prévoyait une retraite rapide si nécessaire. « Ce n'est pas correct », commença Thomas sans préambule, la surprenant. « Il me traite comme un héros, alors que c'est vous qui avez sauvé cet homme. » De toutes les choses qu'elle s'attendait à entendre, c'était peut-être la dernière. Sophie étudia son visage, cherchant des signes de l'arrogance habituelle, mais ne trouva qu'un trouble sincère. « Vous ne sembliez pas être le genre de médecin que la reconnaissance excessive dérange, » observa-t-elle calmement. « Et je ne l'étais pas, » admit-il avec un soupir fatigué. Jusqu'à hier, Thomas marcha jusqu'à la fenêtre, regardant l'activité de l'hôpital en contrebas. « J'ai passé toute la nuit à penser à vous, » continua-t-il, « à votre histoire, à ce que signifie vraiment être médecin. »« Docteur Leroy, Thomas, » corrigea-t-il automatiquement. « S'il vous plaît, Thomas, céda-t-elle. Ce malaise moral n'est pas nécessaire. Le sénateur est vivant. L'opération a été un succès, et c'est ce qui compte. » Il se tourna pour lui faire face, une nouvelle intensité dans son regard. « Savez-vous à quoi d'autre j'ai pensé pendant la nuit? À toutes les fois où je suis passé devant vous dans les couloirs, sans même remarquer votre existence. À la façon dont je vous ai traité quand vous avez essayé de m'avertir au sujet des niveaux de potassium de ce patient. » Il fit une pause, visiblement mal à l'aise avec sa propre confession. « À comment je suis devenu exactement le type de médecin que je méprisais quand j'étais étudiant. » Sophie ne savait pas comment répondre. L'homme devant elle semblait très différent du chirurgien arrogant qu'elle avait connu ces dernières semaines. « Nous commettons tous des erreurs, » offrit-elle finalement. « Nous nous perdons tous en chemin de temps en temps. Mais tous n'ont pas le courage de recommencer comme vous l'avez fait, » répondit Thomas. « De tout abandonner, prestige, reconnaissance, statut, pour trouver la paix. » Ce n'était pas du courage, corrigea doucement Sophie. C'était de la survie. Un silence contemplatif s'établit entre eux, chacun perdu dans ses propres pensées. Dehors, l'hôpital continuait son rythme incessant, des vies sauvées, perdues, transformées à chaque minute. « J'ai une proposition pour vous. » Thomas rompit finalement le silence. Pas en tant que chef de chirurgie, mais en tant que collègue. Sophie leva un sourcil curieuse. « Quel genre de proposition ?»« Consultation, » répondit-il. « Non officielle, sans pression, selon vos conditions. Quand vous sentez que vous pouvez contribuer, quand vous le souhaitez, sans obligation d'opérer ou d'assumer des responsabilités formelles. » « Et quel serait l'avantage pour vous dans cet arrangement ?» demanda-t-elle prudente. Thomas sourit, pas le sourire confiant qu'il affichait devant les caméras, mais quelque chose de plus humble, plus authentique. « Apprendre, » répondit-il simplement, auprès de quelqu'un qui a clairement beaucoup à enseigner. Avant que Sophie ne puisse répondre, la porte du bureau s'ouvrit brusquement, et Dr Pierre entra, à l'expression préoccupée. « Thomas, j'ai besoin. » Il s'arrêta en voyant Sophie, comprenant immédiatement qu'il interrompait une conversation importante. « Excusez-moi, je peux revenir plus tard. »« Non, entrez, Pierre, » invita Thomas. « En fait, c'est bien que vous soyez là. Je pense que cette conversation nous intéresse tous les trois. » Pierre ferma la porte derrière lui, regardant de Thomas à Sophie avec curiosité. « Je proposais au docteur Durand un arrangement de consultation informelle, » expliqua Thomas. « Je pense que ces connaissances sont trop précieuses pour cet hôpital pour qu'elles restent limitées à des observations discrètes dans les couloirs. » Pierre acquiesça lentement. « Je lui dis cela depuis 3 ans. Et je refuse depuis 3 ans, » rappela doucement Sophie. « Ma décision de ne pas pratiquer formellement la médecine n'a pas été prise. » À la légère, Pierre. « Tu le sais ?»« Je sais, » le directeur acquiesça. « Mais peut-être est-il temps de reconsidérer cette décision. Je ne suggère pas que tu retournes dans la salle d'opération, à moins que tu ne le souhaites. Mais il y a d'autres façons de contribuer. » Sophie croisa les bras dans une posture défensive. Et comment cela fonctionnerait-il exactement? La femme de ménage du service de nuit donnant des consultations médicales pendant ses heures libres. Les autres médecins n'accepteraient jamais. Ils n'ont pas besoin de le savoir initialement, suggéra Thomas. Nous pouvons commencer discrètement, juste entre nous trois. Avec le temps, quand vous serez à l'aise. Si un jour vous êtes à l'aise, compléta Pierre, respectant ses limites. Sophie sentit le poids d'une décision qu'elle ne s'attendait pas à devoir prendre. Pendant 3 ans,
Elle avait soigneusement gardé son identité précédente séparée de sa vie actuelle. La barrière entre le docteur Durand et la femme de ménage Sophie était ce qui lui avait permis de survivre au traumatisme dévastateur de perdre sa fille sous ses propres mains. « Je dois réfléchir », répondit-elle finalement. « Cela change beaucoup de choses. » Bien sûr, Thomas acquiesça avec compréhension. « Prenez le temps dont vous avez besoin. » À ce moment, le beeper de Pierre sonna avec insistance. Il vérifia le message avec un froncement de sourcils. « La fille du président régional a été admise aux urgences », informa-t-il. « Accident de voiture. Traumatisme thoracique. » Sophie sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Les mots évoquaient des souvenirs trop douloureux. Un autre accident, une autre jeune fille, une autre chirurgie impossible. Inconsciemment, elle fit un pas en arrière. « Thomas, » Pierre continua, « nous avons besoin de toi aux urgences maintenant. Selon les rapports préliminaires, il y a suspicion de rupture aortique. » Thomas prenait déjà sa blouse, mais ses yeux restaient fixés sur Sophie, remarquant sa soudaine pâleur. « Vous n'avez pas besoin de vous impliquer, » dit-il doucement. « Je comprends pourquoi ce serait. »« Quels sont les signes vitaux ?» interrompit Sophie, sa voix professionnelle masquant la tempête émotionnelle qui se formait intérieurement. Pierre consulta à nouveau le message. « Hypotension sévère, tachycardie, différentiel de pression entre les membres supérieurs. »« Âge ?» demanda Sophie. « 17 ans. 17, pas 9. Passe à Manon. Une autre fille, une autre famille, une autre chance. Avez-vous un chirurgien vasculaire de garde ?» demanda-t-elle, connaissant déjà la réponse. « Pas avant 14 heures, » répondit Pierre. « Thomas est notre meilleure option, mais une rupture aortique traumatique est extrêmement complexe, même pour un chirurgien de son calibre. » Sophie ferma les yeux un moment, respirant profondément. Quand elle les rouvrit, il y avait une résolution de fer dans son regard. « Je viens avec vous, » annonça-t-elle, « seulement comme observatrice, pour guider si nécessaire. » Thomas et Pierre échangèrent des regards de surprise. « Tu es sûr ?» demanda Pierre doucement. « Étant donné ton passé, précisément à cause de mon passé, » répondit fermement Sophie. « Je ne peux pas laisser un autre médecin traverser ce que j'ai vécu. Je ne peux pas laisser une autre famille perdre une fille s'il y a quelque chose que je peux faire pour l'empêcher. » Les trois sortirent précipitamment du bureau, se dirigeant vers les urgences. En chemin, Sophie fit une halte rapide au vestiaire des femmes. « Rejoignez-moi là-bas, » instruisit-elle. « J'ai besoin de 2 minutes. » Seule dans le vestiaire, Sophie fit face à son reflet dans le miroir. Les souvenirs de Manon, de l'accident, de la chirurgie ratée, tentaient d'envahir son esprit, mais elle les maintenait à distance avec une force de volonté cultivée au fil des ans. « Ce n'est pas à propos de toi, » murmura-t-elle pour elle-même. « C'est à propos de cette jeune fille. C'est à propos de cette famille. » Avec des mains qui ne tremblaient que légèrement, elle retira l'uniforme de femme de ménage et enfila une blouse propre que Pierre avait mise de côté pour les urgences comme celle-ci. Lorsqu'elle attacha le badge temporaire qui l'identifiait comme consultante médicale, elle eut l'impression de fermer un cercle qu'elle avait commencé à tracer 3 ans auparavant. Peut-être ne surmonterait-elle jamais complètement la perte de Manon. Peut-être ne redeviendrait-elle jamais la chirurgienne confiante qu'elle avait été un jour. Mais aujourd'hui, en ce moment, elle pouvait utiliser sa douleur comme outil, non pas comme obstacle, mais comme pont pour aider une autre famille à éviter la même tragédie. « Je suis prête, » dit-elle à son reflet, et cette fois, elle y crut presque. Le bloc opératoire pulsait avec l'énergie tendue d'une urgence en cours. Les moniteurs bipaient. Les infirmiers se déplaçaient avec une précision chorégraphiée, et l'air conditionné glacial contrastait avec la chaleur de l'adrénaline qui s'emparait de la salle. Sur la table d'opération, Chloé Dupont, 17 ans, fille du président de la région Rhône-Alpes, luttait pour sa vie, tandis que l'équipe médicale se préparait pour l'opération qui déterminerait son destin. Le traumatisme de l'accident avait causé une rupture partielle de l'aorte, une condition avec un taux de mortalité effrayant même dans les centres médicaux avancés. Thomas Leroy, déjà habillé, étudiait les images de la tomodensitométrie avec une concentration absolue. À ses côtés, portant également la tenue chirurgicale, Sophie observait en silence, son expertise percevant des nuances qui échappaient aux autres. La rupture est dans la portion descendante, juste après l'artère sous-clavière gauche, murmura Thomas. Plus pour lui-même que pour les autres. Et il y a une dissection qui s'étend distalement, ajouta doucement Sophie. Regardez cette ligne de faux lumens.
Thomas acquiesça, reconnaissant pour l'observation précise. « Comment l'aborderiez-vous » C'était une question sincère. De collègue à collègue, sans trace de l'arrogance qui avait caractérisé leurs interactions antérieures. « Bypass cardio-pulmonaire partiel », répondit Sophie sans hésitation. « Cela protégera la moelle épinière pendant la réparation. La technique de Yokohama serait mon choix pour cette configuration anatomique spécifique. Je n'ai jamais réalisé cette technique. » Admit Thomas, quelque chose qu'il n'aurait jamais confessé quelques jours auparavant. « Je peux vous guider », proposa Sophie, « si vous êtes disposé à essayer. » Leurs regards se rencontrèrent au-dessus des masques chirurgicaux, un moment de compréhension mutuelle, de respect naissant entre deux professionnels unis par un objectif commun. « Je le suis », répondit simplement Thomas. L'opération commença. Les mains de Thomas travaillaient avec la précision habituelle, mais désormais guidées par l'expérience de Sophie, qui restait à ses côtés, orientant calmement chaque étape critique. « Contrôle proximal d'abord », instruisait-elle. « Maintenant, préparez le bypass avant de manipuler la zone de rupture. » L'équipe observait, fascinée, la dynamique entre les deux. Les internes échangèrent des regards curieux. N'ayant jamais vu l'orgueilleux, Dr Leroy aussi réceptif aux conseils d'une autre personne, surtout quelqu'un que la plupart ne connaissaient pas encore. 3 heures s'écoulèrent dans une concentration intense. Lorsque finalement la dernière suture fut achevée et le flux sanguin restauré, les moniteurs confirmèrent ce que tous espéraient. L'opération était un succès. « Tension artérielle stable », annonça l'anesthésiste. « Perfusion distale normalisée ». Un soupir collectif de soulagement parcourut la salle. Thomas regarda Sophie, les yeux révélant ce que les masques cachaient. Un sourire sincère, non pas d'orgueil mais de gratitude. « Je n'y serais pas arrivé sans vous », admit-il à voix basse pour qu'elle seule entende. « Vous y seriez arrivé », corrigea doucement Sophie, simplement d'une manière différente. Tandis que l'équipe finalisait les procédures et préparait le transfert de la patiente vers les soins intensifs, Thomas remarqua quelque chose sur le visage de Sophie, une sérénité qui n'était pas là lorsqu'ils étaient entrés dans la salle d'opération. Comme si un poids invisible avait été non pas enlevé, mais arrangé de façon plus supportable. Dans le couloir, après l'opération, Pierre attendait anxieusement. Son visage s'illumina d'un sourire soulagé, lorsque Thomas et Sophie sortirent côte à côte de la salle. La fille du président. « Stable », répondit Thomas. « Pronostic excellent grâce au docteur Durand. » Pierre serra l'épaule de Sophie affectueusement. « Comment te sens-tu » C'était une question chargée de signification qui allait bien au-delà de la fatigue physique de l'opération. Sophie réfléchit un moment avant de répondre. « En paix », dit-elle simplement. « Pas complètement, mais c'est un début. » À ce moment, le père de la patiente, le président François Dupont, s'approcha rapidement, le visage marqué par l'inquiétude d'un père, pas d'un homme politique. Ma fille fut tout ce qu'il put dire. « Comment va-t-elle »« L'opération est un succès, monsieur le président », répondit formellement Thomas. « Votre fille est stable et devrait récupérer complètement avec le temps. » Le soulagement transforma le visage de l'homme. « Dieu merci. Et merci à vous, docteur. » Il tendit la main d'abord à Thomas, puis à Sophie. « La région Rhône-Alpes a une dette éternelle envers vous. » Sophie accepta la poignée de main mécaniquement, se sentant étrange dans sa blouse temporaire, comme une actrice dans un rôle non répété. Lorsque le président s'éloigna pour voir sa fille aux soins intensifs, elle se tourna vers Pierre. « Je dois me changer, dit-elle doucement. Mon service de nettoyage commence dans 1 heure. » Thomas et Pierre échangèrent des regards. Sophie, commença prudemment Pierre. « Tu viens de participer à une opération cardiovasculaire complexe. Tu ne crois pas que tu mérites un peu de repos ?»« Je n'ai participé à aucune opération, » corrigea-t-elle. « J'ai simplement conseillé. »« Vous avez sauvé cette jeune fille autant que moi, » insista Thomas. « Et pas seulement elle. Le sénateur Laurent. Et combien d'autres patients qui ont bénéficié de vos observations discrètes ces 3 dernières années. » Sophie n'avait pas de réponse à cela. « Pourquoi ne pouvons-nous pas trouver un compromis ?» suggéra Pierre. « Tu n'as pas besoin de revenir immédiatement à la chirurgie à plein temps, mais tu n'as pas besoin non plus de continuer à te cacher. Que proposez-vous exactement ?» demanda prudemment Sophie. « Consultation officielle, » répondit Pierre. « À temps partiel, 15 sélectionnés, sans pression pour opérer, à moins que tu ne le choisisses. Un pas à la fois. » Sophie regarda ses mains, des mains qui pendant 3 ans avaient tenu des serpillières et des produits de nettoyage.
mais qui aujourd'hui avait rappelé ce qu'était tenir un bistouri. « Sauver une vie. Et si j'échoue à nouveau ?» demanda-t-elle, la vulnérabilité rare dans sa voix. « Nous échouons tous, » répondit Thomas avec une humilité surprenante. « J'aurais échoué aujourd'hui sans vos conseils. La question n'est pas de savoir si nous allons échouer, » compléta Pierre doucement. « La question est de savoir combien de vies nous ne toucherons pas positivement si nous n'essayons pas. » Le silence qui suivit fut interrompu par la sonnerie du téléphone portable de Sophie. Elle vérifia le message et ses yeux s'agrandirent. « C'est de l'assistante sociale, » expliqua-t-elle d'une voix tremblante. « Au sujet de Manon. » Thomas et Pierre échangèrent des regards confus. « Je pensais que votre fille... » commença délicatement Thomas. « Ma Manon est partie, » confirma Sophie, des larmes non versées brillant dans ses yeux. « Mais son cœur ne l'est pas. » La compréhension se fit jour sur les visages des deux médecins. « Donne d'organes, » murmura Pierre. Sophie acquiesça. « Son cœur est allé à une petite fille de 8 ans à Toulouse, les reins à 2 enfants différents. Les cornets ont donné la vue à un adolescent. » Elle respira profondément, contrôlant son émotion. « Pendant 3 ans, j'ai reçu des rapports de l'assistance sociale sur les receveurs. Pendant 3 ans, j'ai su que des parties d'elle vivaient encore, aidant d'autres personnes. » « Et ce message ?» demanda doucement Thomas. « La petite fille qui a reçu le cœur de Manon vient de terminer l'école primaire, » répondit Sophie, permettant à un petit sourire d'illuminer son visage fatigué. « Avec les honneurs en sciences. Elle veut devenir médecin un jour. » Le symbolisme n'échappa à aucun d'entre eux. En silence, les 3 contemplèrent le cycle parfait que la vie dessine parfois. De la perte au renouveau, de la douleur au dessein. « Peut-être, » dit finalement Sophie, « est-il temps de sortir des ombres. » Un peu du moins. 3 mois plus tard, l'amphithéâtre de l'hôpital Saint-Louis était comble. Médecins, infirmiers, étudiants en médecine et personnel de tous les départements se serraient sur les sièges pour la conférence inaugurale du nouveau programme de formation continue. Sur l'estrade, Pierre ajustait le microphone avec un sourire satisfait. « C'est avec un immense honneur que je présente la nouvelle directrice, associée d'enseignement et de recherche en chirurgie cardiovasculaire de l'hôpital Saint-Louis, » annonça-t-il. « Une professionnelle dont l'expérience et la sagesse bénéficieront non seulement à nos patients, mais à toute la prochaine génération de médecins. » Un murmure parcourut l'assistance. Beaucoup avaient déjà entendu des rumeurs sur la mystérieuse chirurgienne qui était apparue apparemment de nulle part. D'autres traitaient encore la récente révélation que la discrète femme de ménage du service de nuit était en réalité l'une des spécialistes les plus respectées du pays. Veuillez accueillir le docteur Sophie Durand. Des applaudissements remplirent l'auditorium, tandis que Sophie montait sur l'estrade. Elle ne portait plus l'uniforme bleu clair, ni le foulard qui cachait ses cheveux grisonnants. À leur place, une blouse blanche impeccable et le badge qui arborait son nom et son titre. Docteur Sophie Durand, MD, PhD. Du premier rang, Thomas observait avec respect et admiration. Ces dernières semaines, ils avaient travaillé ensemble sur divers cas complexes, lui exécutant, elle guidant. L'arrogance qui avait un jour défini son comportement professionnel avait cédé la place à une humilité authentique, née de la reconnaissance que l'excellence médicale pouvait provenir des sources les plus inattendues. « Merci à tous pour votre présence », commença Sophie, sa voix calme mais assurée remplissant l'espace. « Aujourd'hui, je vais parler de quelque chose que j'ai appris de la manière la plus difficile. Comment l'humilité sauve des vies au bloc opératoire. » Tandis qu'elle menait sa présentation, captivant l'auditoire par sa connaissance profonde et son expérience inégalée, personne n'aurait pu imaginer que quelques mois auparavant, ces mêmes mains qui maintenant gesticulaient avec élégance avaient manié des serpillières et des balais dans les mêmes couloirs qu'elle parcourait désormais en tant que médecin respecté. La fin de la conférence. Après avoir répondu à la dernière question, Sophie conclut par des paroles qui touchèrent profondément tous les présents. La médecine nous enseigne quotidiennement que les titres, les positions et le statut sont illusoires. Au final, nous sommes tous des serviteurs, de la vie, de la guérison, de l'espoir. Certains servent avec des bistouris, d'autres avec des stéthoscopes, d'autres encore avec des serpillières et des seaux. Mais tous, absolument tous, sont essentiels dans la symphonie de guérison que nous jouons ensemble dans cet hôpital. Les applaudissements qui suivirent furent assourdissants. En quittant l'estrade, Sophie croisa le regard de Nathalie dans la foule, l'infirmière qui avait toujours cru en elle.
même dans les jours les plus sombres, et elles échangèrent des sourires complices. Plus tard ce jour-là, Sophie retrouva Thomas et Pierre sur la petite terrasse du dernier étage de l'hôpital, d'où ils pouvaient voir le soleil se coucher sur Lyon, colorant le ciel de tons orangés qui se reflétaient dans les eaux du Rhône. « Des débuts impressionnants », commenta Pierre, lui tendant une tasse de café. « Tu as conquis même les plus sceptiques. »« Il reste encore beaucoup à faire, » répondit Sophie, observant l'horizon, « et beaucoup de cicatrices à guérir. »« Les tiennes ou celles de l'hôpital ?» demanda Thomas avec perspicacité. « Les deux, » sourit-elle. « Mais maintenant je sais que les cicatrices ne sont pas seulement des marques de douleur passées. Ce sont aussi des preuves de notre capacité à guérir. » Les trois restèrent dans un silence contemplatif, chacun réfléchissant au voyage extraordinaire qui les avait réunis là. Thomas, le chirurgien arrogant, qui avait appris l'humilité auprès d'une femme de ménage. Pierre, l'ami fidèle qui n'avait jamais perdu foi dans le potentiel de Sophie, même quand elle-même l'avait fait. Et Sophie, qui avait finalement trouvé un moyen d'honorer la mémoire de Manon, non pas à travers le déni de ses dons, mais à travers leur usage compatissant. Savez-vous ce que j'aime le plus dans cet hôpital? Sophie rompit le silence, regardant la structure blanche et imposante qui s'étendait en dessous d'eux. C'est que de chaque étage, la vue est complètement différente. Tout dépend de la perspective. Comme la vie, observa Thomas. Comme la médecine, ajouta Pierre. Comme le chemin de la guérison, conclut Sophie, levant sa tasse dans un toast silencieux à l'avenir qui ne faisait que commencer à se dessiner. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Sophie Durand a touché vos cœurs autant qu'elle a touché le nôtre. Une histoire de rédemption, d'humilité et du courage de recommencer, même quand tout semble perdu. Pour poursuivre ce voyage émotionnel, nous avons préparé une playlist spéciale avec des histoires tout aussi captivantes. Retrouvez-la ici en cliquant à votre gauche. Si ce récit d'une femme extraordinaire cachée dans l'ombre d'un hôpital vous a ému, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de mettre un j'aime à la vidéo. Chaque jour, nous apportons des histoires uniques qui explorent la complexité de la vie, rappelant que souvent les héros les plus importants sont ceux qui travaillent silencieusement, loin des projecteurs. Nous vous attendons dans les commentaires. Qu'avez-vous pensé du parcours de Sophie? Connaissez-vous des personnes qui, comme elle, font la différence sans chercher la reconnaissance? Partagez avec nous vos histoires et vos réflexions. La prochaine.